Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici au Cube, à ici les Moulineaux, et très heureux parce que ce soir nous allons découvrir plein de surprises ensemble. Cette année, nous avons décidé de donner plus de temps au rendez-vous du futur, d'aller un petit peu au-delà du temps imparti, et donc d'augmenter la durée du dialogue avec nos invités, ces fameuses vigies de notre époque. En quelques années, depuis quasiment 4 ans, notre équipe s'est enrichie, des chroniqueurs sont arrivés, des amis fidèles et loyaux, des partenaires de plus en plus impliqués dans le projet, toujours sous le regard enthousiaste de notre parrain Joël de René. Et nous avons donc décidé d'apporter quelque chose d'autre, de prendre quelques minutes pour juste appuyer sur la touche pause, regarder ce qui se passe dans le temps présent avant même d'aller explorer le futur, et de monter à bord de quelques vaisseaux qui nous emmènent vers des projets qui nous dressent un futur souhaitable, un futur acceptable, désirable, aimable, et puis plein de mots en rable. Alors évidemment, il fallait donner un petit nom à cette première partie, donc nous avons délibérément choisi le First. Le First, c'est donc la première partie, mais le First, c'est aussi parce que nous allons recevoir des pionniers, des défricheurs, des gens qui sont plutôt impliqués dans leur époque et dans leur présent pour aller vers le futur. Hélène Bienvenue est journaliste et c'est avant tout une citoyenne du monde qui est bien dans ses baskets, comme nous allons le voir. Avec Nora Mandré, elle est allée à la rencontre d'un autre monde, un monde qui reste encore à venir. Elle est allée à Détroit et nous allons aller avec Hélène à Détroit ce soir pour parler d'un web documentaire qui sortira en juin prochain, un documentaire qui s'appelle Détroit, je t'aime. Nous allons donc parler ce soir de do-it-yourself, d'empowerment, d'activisme. Nous allons parler d'humanité, tout simplement. En quelques mots, Hélène, nous allons très vite faire connaissance avec un petit questionnaire qui, vous allez voir, est extrêmement binaire. Alors, quel est votre âge, Hélène ? J'ai 28 ans. Quelle ville de naissance ? Évry, dans l'Essonne. Où est-ce que vous habitez actuellement ? À Budapest, en Hongrie. Parce que vous êtes effectivement une citoyenne du monde. Les études ? Sciences Po et puis les langues orientales à Paris. Et où est-ce que vous êtes rencontrée avec Nora ? Sur les bancs de Sciences Po, on a fait un premier cycle est-européen. On s'est liés d'amitié en Pologne. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu parler de Détroit ? À plusieurs reprises, évidemment. Détroit, c'est une ville qui traverse, on va dire, l'ère du temps. Mais on a vraiment commencé à s'y intéresser, nous, très sérieusement, il y a 3 ans pour ce projet qui a démarré donc il y a 3 ans. D'accord, 3 ans. Et alors, en deux mots, c'est quoi pour vous une ville du futur ? Une ville où chacun se sent bien. Merci Hélène. Je vous propose tout de suite de regarder une sorte de bande-annonce, en tout cas la bande démo de ce super projet. On se retrouve juste après. You are about to witness the very exciting story of a city and its people. It will be an adventure that will open new sights in familiar surroundings. That city is Detroit. I like it. That's how you get it. Yo, do it yourself. I don't rhyme for my health. I do this shit so I can go and find some wealth. Nah, I do this shit cause I need it. I fucking bleed it, yeah, I breathe it. Just like the cess when I blow. I'm the best on the road. That's everywhere. The streets are covered and we started this shit in the Woodward. That means the first paved road. And you know, I could take the whole thing home. I can go back to my motherfucker zone. And yes, I dive always for the pylon in the end zone. I was Michigan made, now I spit to get paid. If you let it out the lab, unless it's insane. Been up, down, and all around this Frisco from the motherfucking town. D, that's where I'm from, yeah, you know where it be. Me and Bug and Cell, yeah, we roam the tree. Yeah, we getting real blown and we pouring the drink. I don't give a fuck about you and the shit that you think. Cause I'ma keep going off the dome and y'all know what it is. We at the corner and we busting that shit, you dig? I don't care what it is, it's the biz in fact. And get your motherfucking ass out my way. I rap to get paid, I rap to get blown. I rap to have fun, I rap in this zone. I rapping all around the place and I know the beat. Crisco, MCL, Boogie with me. And we gon' keep going all night, all day, all day. Shit, that's all I got to say. That's all I got to say. That's Detroit for you. Outside in the cold, under the street light. That's the city, baby. That's what we do.
Détroit je t'aime, détroitjet'aime.com, donc le projet à découvrir tout de suite là sur internet. Je vous présente Nils Osmanov, président du Cube, et Jean-Pierre Gonguet, rédacteur en chef de la Tribune. Messieurs, je vous présente Hélène, bienvenue, du projet Détroit je t'aime. Nils, je vous laisse la parole. Bonsoir, merci infiniment d'être avec nous, pour plein de raisons. La première, c'est que c'est un peu grâce à vous qu'on a créé ce First. Vous êtes le First du First d'ailleurs. En fait, parce qu'on s'est rendu compte, notamment avec votre projet, qui est absolument passionnant, qu'il y a plein de choses, il y a plein de gens qui font des choses absolument passionnantes aujourd'hui et qui ne sont pas forcément reprises par les grands médias. Et or, aujourd'hui, on voit qu'il y a des mutations profondes dans la société. On se pose beaucoup de questions et les grands médias se posent beaucoup de questions sur notre avenir, mais souvent sans mentionner, sans montrer, sans valoriser tout un tas d'initiatives qui existent. Et en fait, vous, c'est ce que vous avez fait. Vous avez été à Détroit pour révéler finalement tout un creuset d'innovation, à la fois sociale, numérique, enfin dans tout un tas de domaines que vous allez aborder. Et voilà, nous, on a trouvé ça génial et on s'est dit il faut absolument qu'on montre mieux les gens qui aujourd'hui ont des projets comme ça et qui révèlent des choses très intéressantes et qu'on peut partager et polliniser. Voilà, ça c'était une petite introduction pour vous remercier pour d'être là et puis pour ce travail magnifique que vous faites. Alors moi j'avais une petite question très simple pour démarrer. C'est pourquoi ce titre Détroit je t'aime? En fait, ça nous est apparu comme une évidence. C'était ce titre-là qu'il nous fallait. Pour notre blog, en tout cas, puisque quand on a démarré le projet, quand on a déménagé à Détroit, ma collègue Nora et moi-même, notre idée, c'était vraiment d'accompagner nos découvertes par un blog et en même temps de fédérer une communauté de gens à Détroit et à l'international qui puissent nous suivre. Et c'était très important, en fait, à Détroit, même, qui est une ville surmédiatisée et où il fallait qu'on fasse nos preuves, y compris médiatiquement. Donc ce titre s'explique assez facilement parce qu'en fait Détroit est une ville française qui a été fondée par Cadillac, qui était donc un pionnier français du Nouveau Monde. Il y a encore beaucoup d'ailleurs de rues qui portent des noms français à Détroit. Donc déjà il y a cet héritage-là auquel on a voulu rendre hommage. Et Je t'aime, évidemment, qui est presque une provocation, puisque pour beaucoup de gens, Détroit est une dystopie, est une ville à fuir. Et nous, on a envie de prouver le contraire, et c'est ce qu'on a fait par ce blog et aussi par le futur web documentaire, donc, qui, comme vous l'avez précisé, sortira en juin. Et dans la jeunesse, vous avez un peu répondu déjà, mais qu'est-ce qui a donné l'envie, l'impulsion d'aller là-bas? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est comment? Pourquoi Détroit? Donc Nora et moi, on avait envie de monter des projets documentaires ensemble. Et on était fascinés par le rapport entre la ville et l'utopie. Et en fait, Détroit s'est imposé très rapidement dans nos recherches, d'autant plus que Nora, à l'époque, était basée à Los Angeles, avec une attache dans le Michigan, pas très loin de Détroit. Donc un beau jour, elle est passée en plein hiver à Détroit, et c'est là qu'on a vraiment cristallisé et arrêté notre réflexion sur la ville de Détroit en elle-même. C'est parce que Nora parce qu'elle avait vécu là-bas des choses qui lui ont fait sentir qu'il fallait absolument qu'on se concentre sur cette ville-là et sur aucune autre. Jean-Pierre, tu interviens quand tu veux, nous sommes dans une discussion à trois. Je peux dire que j'étais fasciné par ces deux filles. Parce que moi, Détroit, je ne suis pas du tout de la même génération, mais Détroit, pour moi, c'est l'époque, vous ne connaissez pas, mais MC5, les Stooges, tout ça, avec une énergie absolument folle qu'il y avait dans cette ville. Donc j'y suis allé longtemps après, et j'ai vu un tas de ruines. Honnêtement, c'était il y a à peu près 10-12 ans, c'était un véritable tas de ruines. J'ai fui, je suis retourné donc à Chicago. Et ce qui m'a fasciné dans votre démarche, c'est effectivement que vous avez une énergie qui correspond à celle de Détroit. Ça, c'est pour ça, effectivement, que ce que vous faites est bien. Parce que je l'ai vu, j'ai lu ce que vous faites, etc. Et c'est très, très bien. Il y a une deuxième chose, je vais revenir sur ce que disait Denis tout à l'heure, c'est vrai que, d'abord, les médias commencent à s'intéresser à Détroit. Beaucoup.
en particulier un grand journal de l'après-midi qui fait beaucoup d'efforts, et le mien aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, comment dire, c'est pas médiatique Détroit dans le sens où aujourd'hui, quand on communique sur la ville du futur, ce sont les gros qui communiquent sur la ville du futur, donc sur des exemples qu'ils ont envie de montrer, c'est-à-dire c'est Cisco avec Songdo, c'est IBM avec Rio ou avec Buenos Aires, etc. On montre le beau, on montre le parfait, on montre des codes PIC qui contrôlent les villes, etc. Et ce qu'on ne montre pas, ce que vous montrez vous dans Détroit, c'est que les mêmes technologies, le même numérique, etc., peut arriver à faire des villes intelligentes et des villes qui sont pour les citoyens. Parce que les villes comme Songdo ou les villes comme Rio, elles ne fonctionneront pas sans les citoyens. Et ça, c'est un peu ce qu'oublient aujourd'hui les camps de la technologie. Oui, pour aller dans ce sens, en fait, si j'ai bien compris, donc Détroit, c'est une ville qui est en dépôt de bilan, pour faire court, où les gens, par nécessité, réinventent finalement tout un tas de choses entre eux, le vivre ensemble, à l'ère du grand D, on va dire. En même temps, vous l'avez dit, c'est une ville qui est extrêmement médiatisée, très suivie aujourd'hui. Il y a eu un clip de Eminem, par exemple, qui a fait le tour du monde pour faire de la publicité, pour donner un petit peu envie à nouveau de regarder cette ville. Je crois qu'elle est suivie par l'administration Obama. Enfin, donc, déjà sur place, comment vous vivez ce paradoxe entre une ville qui est en dépôt de bilan et en même temps le monde entier qui la regarde? Oui, c'est vrai, c'est vraiment un paradoxe que les gens vivent relativement mal. Enfin, disons qu'il y a une certaine méfiance envers les médias. Comme je l'évoquais tout à l'heure, nous, il a fallu qu'on fasse vraiment nos preuves, c'est-à-dire que les gens nous attendaient au tournant pour savoir si on allait rester, parce que nous, c'était notre objectif d'y passer du temps à Détroit. À nous deux, on a passé plus d'1 an sur place. Et donc, le premier mois, on n'a pas sorti notre caméra, par exemple, parce qu'on a senti qu'on ne pouvait pas, en fait. Il y a eu tellement de reportages où les journalistes sont passés un coup de vent, restés quelques jours. Ils ont tous traité des mêmes sujets. Et ils ont en fait fait émerger ce qu'on appelle là-bas le ruin porn, l'esthétisation voyeuriste de la ruine. Qui se manifeste par des visites, par exemple, des anciennes grandes usines devenues aujourd'hui abandonnées. Les réseaux sociaux font aussi leur part avec des photos qui circulent en permanence sur la ville. Moi-même, à travers mes cercles d'amis, j'ai reçu plusieurs fois, peut-être l'avez-vous reçu aussi, un espèce de PowerPoint où on nous explique, Détroit versus Hiroshima. Alors, ça m'a un peu laissé perplexe tout ça. Donc ça, c'est pour vous dire ce qu'on vit à Détroit. Par rapport au dépôt de bilan, ça c'est quelque chose en fait qui est aussi l'effet médiatique, c'est-à-dire que, en tout cas en France, on a l'impression qu'on découvre Détroit maintenant avec la faillite, c'est-à-dire que voilà, point zéro, ville ruinée, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, la faillite, ça fait très longtemps que les gens la vivent sur place, et ça, finalement, c'est juste. Je crois que symboliquement, ce qui avait un peu marqué les esprits, c'était la revente, si je dis pas de bêtises, des collections du musée de la ville, enfin qui avait été un peu le... Il y a aussi ça, évidemment. Oui, effectivement. Oui. Mais c'est quelque chose qui est incarné en fait dans la mentalité des gens, et c'est tout. Enfin, c'est pour ça qu'on a vraiment axé notre web documentaire sur ce qu'on appelle le do it yourself, le fais toi-même. Que les gens à Détroit ont mis en place par instinct de survie, mais qui finalement est un système qui leur convient très bien et qui convient très bien à d'autres aussi. Et alors ça, ils l'ont mis en place, ils ont mis en place des initiatives, des projets, mais de leur propre initiative, ou ça a été impulsé par la mairie ou par des collectivités autour? Donc il faut savoir qu'à Détroit, on est dans un contexte où la mairie a, surtout aujourd'hui, très peu de pouvoir. Donc, avant même la faillite, il y a déjà eu la nomination d'un emergency manager qui était
chapon financier en fait pour la ville qui a le droit de prendre toutes les décisions financières. Donc c'est un. C'est tutelle. Voilà, c'est ça, exactement. Un expert qui n'est pas élu par la population. Donc ça crée aussi un certain nombre de ressentiments, notamment chez les activistes, puisque finalement, quel droit a cette personne de décider de l'avenir de la ville? Donc il y a ce côté-là à Détroit où effectivement on ne peut pas compter sur la mairie, où les services sociaux ou même municipaux, qui nous semblent, les plus acquis, n'existent même plus. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de rues qui ne sont plus allumées, où il n'y a plus de lumière d'éclairage public. Et ça, encore maintenant? Oui. Ah oui, encore maintenant, et depuis déjà quelques années. Avec des pénuries du côté des pompiers et de la police, à la fois en personnel, mais aussi en infrastructure. Détroit est une des villes des États-Unis où la police met le plus de temps pour arriver sur la scène où elle est appelée. Alors justement, si je me rappelle bien, vous avez plus de 500 heures de rush, quelque chose comme ça. Vous avez donc passé un an, vous avez vu plein de gens, plein d'initiatives. Au bout du bout, qu'est-ce qui a été le plus frappant, le plus remarquable pour vous dans ce que vous avez pu voir? Qu'est-ce qui peut être transposé dans d'autres mondes, si je puis dire? Jean-Pierre disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, les Smart Cities, c'est essentiellement IBM, Cisco, à travers des gros programmes d'infrastructure. Et là, on est dans l'opposé, on est dans le do-it-yourself, où c'est les gens qui s'emparent eux-mêmes de leur transition, de leur mutation de la ville. Qu'est-ce que vous avez vu de plus remarquable dans ces initiatives? Je pense que ce qui nous a vraiment frappé, ça a été la volonté des gens, une espèce de presque passion dévorante qui les fait agir et mettre des projets en place. Et en comptant sur finalement que leur propre force et sur celle de leur communauté le plus possible, puisque nous, on a fait le choix de traiter donc du do-it-yourself, mais d'un do-it-yourself très ouvert qui agit pour et par la communauté. Donc ce ne sont pas... on a 3 histoires à Détroit, 3 histoires fondamentales qui impliquent un quartier en fait dans son ensemble et qui génèrent une véritable dynamique. Et donc par rapport à d'autres initiatives, on va dire do-it-yourself en France ou ailleurs, c'est vrai que Détroit, c'est le paroxysme du do-it-yourself, puisqu'il n'y a absolument rien qui puisse aider les gens à vraiment démarrer, même à donner l'impulsion. Donc c'est vraiment partie des gens eux-mêmes. Et qu'est-ce qui pourrait être transposé dans ce que vous avez vu parce qu'il y a des choses qui, j'imagine, sont spécifiques même à la culture de cette ville, des gens, des habitants, etc. Mais est-ce qu'il y a des pratiques Donc une de nos 3 histoires est celle d'un jeune agriculteur urbain qui, après avoir fait de la prison, le parcours classique à Détroit, décide de se reconvertir dans l'agriculture urbaine, qui est une des grandes activités maintenant économiques même à Détroit, où effectivement la ville a gardé la même taille que dans les années 50, où tout allait encore très bien. En gros, c'est 30% de la ville, ou je ne sais pas combien, qui est reconvertie en agriculture urbaine. C'est ça. Énorme, hein. Détroit, c'est 3 fois Paris en termes de surface. Et donc, Détroit intramuros, bien sûr, parce qu'il y a aussi les banlieues. Donc 30%, c'est aussi grand que Paris, du coup. 30%, je ne suis pas sûr du chiffre, mais c'est énorme, quoi. Oui, c'est il n'y a pas de chiffre exact, mais il y a pratiquement des jardins communautaires à tous les coins de rue à Détroit, avec un nombre de friches incalculable. Et donc, là, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à transposer dans d'autres villes en France, a fortiori à Paris, où le foncier ne permet pas d'avoir ce genre d'activité agricole. Par contre, ce qui est transposable, c'est la logique des initiatives et de celle de la démarche de notre fermier urbain. L'économie, en fait, aussi. L'économie, j'imagine, est-ce qu'il y a des banques de temps, des choses comme ça? Oui, bien sûr, évidemment. Il y a aussi des systèmes de sel. Alors, en fait, paradoxalement, c'est pas aussi poussé qu'en France. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux organisé en France.
Mais il y a des ateliers vélo, donc notre deuxième histoire, c'est effectivement un atelier vélo, comme vous avez pu voir sur les images. Et la troisième, c'est un réseau mesh, un réseau qui est entre intranet et internet, et qui permet au sein d'un même quartier, en l'occurrence un quartier extrêmement pollué à Détroit, aux gens de pouvoir communiquer entre eux, mais de pouvoir aussi bénéficier d'un accès à Internet et de se former aux nouvelles technologies. Un réseau mesh. Un réseau mesh. D'accord. Oui. Mesh, qu'est-ce que ça veut dire, mesh? Alors, je ne sais plus l'acronyme en anglais, mais Maillé, ou... voilà, c'est ça. C'est un D'accord. réseau maillé. C'est un système de nœuds en fait qui fonctionne par relais. Et qui est indépendant de l'Internet, si je ne dis pas de bêtises. En C'est fait, ça. ils sont autonomes, quoi. C'est ça, mais ils ont aussi la possibilité de se relier à Internet quand ils le souhaitent. C'est-à-dire quand l'un d'entre eux est relié à Internet, le réseau est ouvert, mais quand le réseau est fermé, ils communiquent entre eux. C'est aussi par la force même un réseau sécurisé. D'accord. J'avais une question. Oui, Jean-Pierre. Comment est-ce qu'est revenue cette énergie dans Détroit? Moi, quand je suis passé, c'est il y a plus de 10 ans, donc c'était pas beau à voir. Et après, le dernier souvenir que j'avais, c'était un film d'un réalisateur célèbre qui s'appelle Clint Eastwood, qui a tourné un film, un clip qui doit faire 10 minutes sur Détroit, mais qui était beau, mais qui était très America's Back. On va s'en sortir, on y va. Qui avait un côté, les blue collars sont là, on y va, etc. Alors que c'est pas du tout ça qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est quand le basculement dans ce monde-là? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a aussi deux mondes qui cohabitent aujourd'hui à Détroit. On va dire, grosso modo, les activistes qui sont là depuis très longtemps. Détroit est une ville du Black Power, par exemple. Donc il y a eu extrêmement des revendications très importantes au niveau des tensions raciales et du rapport à noir-blanc ou blanc-noir, peu importe. C'est une ville aussi de gauche, Détroit, une ville depuis très longtemps ouvrière, syndicalisée, etc. Donc tout ça fait que depuis des décennies, ça n'a rien de nouveau. C'est quelque chose qui se transmet quelque part de génération en génération et qui encore aujourd'hui se ressent parmi un certain nombre de nos personnages, par exemple. La deuxième chose, c'est le redémarrage purement économique de Détroit, qui là date pour nous de la fin des années 2000, où on voit apparaître la crise, donc 2008, etc. Les subprimes ont fait des dégâts à Détroit. Mais en même temps, il y a une génération, la génération des jeunes qu'on appelle doers ou makers, qui sortent des universités, qui ont des crédits sur le dos, puisque aux États-Unis, il faut payer pour ces études, et qui se rendent compte qu'en fait, ils ne vont pas réussir à trouver un emploi, tout simplement, et qui se lancent en fait dans la création de leurs propres emplois. Donc c'est vraiment l'ébullition des startups. Et à Détroit, en fait, Détroit est un terrain extrêmement propice à l'émergence de ce genre de technologie et d'approche, puisque ça coûte pas cher d'habiter à Détroit. Il suffit d'un petit noyau pour qui ça a marché, qui ensuite va vraiment en attirer d'autres. Des cafés, ils s'en ouvrent à l'appel maintenant. Donc il y a ça, et puis il y a surtout un certain nombre aussi d'entrepreneurs qui sont là, beaucoup plus implantés. On n'est plus du tout dans les startups. Qui redéménagent à Détroit, c'est-à-dire que dans les années 70, en même temps que la ville s'est vidée de ses habitants, elle s'est aussi vidée de ses entreprises qui ont déménagé extramuros dans les banlieues à quelques kilomètres tout simplement, mais qui ne sont jamais revenus. Et là, en fait, notamment le fameux Dan Gilbert, qui est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Quicken Loans, qui propose des prêts en ligne, des prêts immobiliers. Notamment, donc cet entrepreneur décide de déménager son business de la banlieue à Détroit et d'investir tout downtown qui en fait était aussi à l'abandon comme le reste de la ville pratiquement. Et lui et une poignée d'autres en fait ont vraiment
instaurer une tendance qui aujourd'hui en fait s'accélère. Enfin, c'est incroyable. Nous, quand on a vraiment fait nos recherches et tourné à Détroit, c'était il y a 2 ans. Et là, on sent le besoin d'y retourner, ne serait-ce que nous-mêmes pour voir ce qui a changé. Le quartier où on a vécu, par exemple, je pense qu'il y a maintenant 3 nouveaux cafés dans la rue où on habitait. Enfin, c'est juste incroyable. Tout a changé, tout change en permanence. Le temps, en revanche, reste le même. Il nous reste vraiment que quelques minutes dans cette première émission du First. J'aimerais qu'on montre les images de la démo de votre plateforme. On va pouvoir parler dessus. C'est-à-dire qu'il y a du son, bien sûr, mais on va quand même parler dessus pour que vous nous expliquiez un petit peu le fonctionnement et finalement, parce que là, actuellement, vous proposez un rendez-vous aux internautes, le rendez-vous sur d3jetem.com. Qu'est-ce qu'on y retrouve sur d3jetem.com ? Vous voulez que je vous explique en même temps sur l'image, peut-être ? Jonathan va nous montrer les images. Jonathan de la JD Carré. Voilà, donc là, on voit les images. Donc, on a démarré avec un blog qui va devenir une plateforme interactive, un web documentaire. Pour le moment, on garde le titre de Détroit Je t'aime, mais ça deviendra un sous-titre, très probablement. Ouais. Et donc, on a plusieurs diffuseurs qui sont nos partenaires éditoriaux. Ouais, là, on entend effectivement le son, mais on peut... Ça, c'est une des histoires, l'histoire de l'agriculteur urbain dont je parlais il y a quelques instants. So people did things differently for thousands of years, but like in the last 200 years, people have like lost their minds. So I just gotta Derrière, on peut partager tout ce contenu. I came and adopted this park, and there's no looking back now. When I get up in the morning at like 6 o'clock, like En I feel termes de fréquentation, déjà, ce blog, est-ce qu'il est, depuis quand il est en ligne et quelle est sa fréquentation à peu près ? Donc ça fait 2 ans et demi. Quand on a déménagé à Détroit l'été 2011, on l'a lancé en même temps que nos réseaux sociaux, une page Facebook, un compte Twitter et d'autres. En termes aujourd'hui de visites sur le site, c'est pas énorme parce qu'on l'alimente plus, c'est-à-dire qu'on a des contenus fixes. On l'a alimenté pendant très, très longtemps. Quand on l'a alimenté, c'était de l'ordre 300 visiteurs par jour. Aujourd'hui, c'est 100, autour de 100. Et ça dépend de l'actualité et de l'actualité du projet aussi, bien sûr. Effectivement, oui, effectivement. Mais de toute façon, ce blog va être fondu dans la future plateforme. Par contre, nos réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a quand même du monde qui nous suit. On a une page Facebook, pour ce que ça vaut, à 2600 fans. Vous avez une jolie communauté. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on a fait une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif en ligne sur la plateforme américaine Kickstarter, où on a eu 483 donateurs et des milliers de personnes qui ont partagé cette campagne à ce moment-là. Et notre partenaire Écolo Info, notamment, on avait pas mal parlé à l'époque. Tout à fait. Partenaire de l'émission. En juin prochain, donc, grosse actu. Comment ça va se passer ? Vous sortez en salle ? Vous sortez à la télé ? Comment ça va se passer ? Oui, effectivement. Il y a plusieurs circuits de distribution. Mais c'est avant tout un projet interactif en ligne avec 3 films socles sur Détroit. Donc on prend Détroit comme point de départ de la révolution Do It Yourself. Avec 3 courts-métrages d'une dizaine de minutes qui chacun raconte une initiative dans un domaine particulier. Et autour de ces 3 films, on aura des contenus qui vont élargir la perspective sur d'autres initiatives et surtout qui vont permettre de broder et d'avoir un tableau en fait de ce qu'on pourrait appeler quelque chose comme la société DIY, avec notamment des initiatives autour de la question du logement, du travail, et bien sûr de l'alimentation, des transports et de la technologie. Donc ça va prendre la forme d'une grille qui sera alimentée par un blog avec l'aide de nos partenaires éditoriaux, donc qui aujourd'hui sont Mediapart, Uzbek Erika, Terra Echo, Les Inrocks et Radio Nova.
et puis plein d'autres avec qui on est en train de discuter en ce moment. Mais la logique, c'est vraiment de co-éditorialiser cette plateforme, puisque c'est une thématique, le DIY, qui intéresse cet ensemble de partenaires. Donc chacun va écrire avec ses pigistes, journalistes, ses propres plumes et les nôtres sur des initiatives do-it-yourself en France et en Europe. C'est un vrai projet collaboratif. Oui, je voulais juste préciser, bien que nous soyons, Alors une dernière précision. Hein. Bien que nous soyons dans une communauté assez numérique, pour les auditeurs, que le DIY, c'est le do-it-yourself, effectivement. Oui, pardon. Oui. Tout à fait. Ciel, le temps passe donc très très vite. Merci beaucoup pour ce voyage. Vous incarnez, je crois, parfaitement cette impulsion qu'on veut donner à ce petit programme d'avant Rendez-vous du futur. Donc vraiment montrer les initiatives qui avancent, qui nous font avancer. Merci beaucoup Hélène d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci à vous. Merci messieurs. Et merci à nos partenaires Écolo Info, La Tribune, Un Air de Chat, JD Carré, Le Cube et Triple C. Et puis on se retrouve juste tout de suite avec Carlos Moreno pour entrevoir les contours de la ville intelligente du futur. On en parle, à tout de suite.